À cette époque, indifférente en apparence, un certain frisson révolutionnaire courait vaguement. Des souffles, revenus des profondeurs de 1789 et de 1792, étaient dans l'air. La jeunesse était, qu'on nous passe le mot, en train de muer. On se transformait presque, sans s'en douter, par le mouvement même du temps. L'aiguille qui marche sur le cadran marche aussi sur les âmes, dans les âmes. Chacun faisait en avant le pas qu'il avait à faire. Les royalistes devenaient libéraux, les libéraux devenaient démocrates. Il n'y avait pas encore en France alors de ces vastes organisations sous-jacentes comme le Tugendbund allemand et le carbonarisme italien. Mais çà et là des creusements obscurs, se ramifiant. Il y avait à Paris, entre autres affiliations de ce genre, la Société des Amis de l'ABC. Qu'était-ce que les Amis de l'ABC? Une société ayant pour but, en apparence l'éducation des enfants, en réalité le redressement des hommes. On se déclarait les amis de l'ABC. L'ABC, c'était le peuple. On voulait le relever. Calembour dont on aurait tort de rire. Les calembours sont quelquefois graves en politique. La plupart des amis de l'ABC étaient des étudiants, en entente cordiale avec quelques ouvriers. Voici les noms des principaux. Ils appartiennent dans une certaine mesure à l'histoire. Enjolras, Combeferre, Jean Prouvaire, Feuilly, Courfeyrac, Bahorel, Laigle ou Laigle, Joly, Grantaire. Ces jeunes gens faisaient entre eux une sorte de famille, à force d'amitié. Tous, Laigle excepté, étaient du Midi. Enjolras, que nous avons nommé le premier, était un jeune homme charmant capable d'être terrible. Il était angéliquement beau. Il était officiant et militant. Au point de vue immédiat, soldat de la démocratie, au-dessus du mouvement contemporain, prêtre de l'idéal. Il avait la prunelle profonde, la paupière un peu rouge, la lèvre inférieure épaisse et facilement dédaigneuse, le front haut. Beaucoup de front dans un visage, c'est comme beaucoup de ciel dans un horizon. Déjà homme, il semblait encore un enfant. Ses 22 ans en paraissaient 17, il était grave. Il ne semblait pas savoir qu'il y eût sur la terre un être appelé la femme. Il n'avait qu'une passion, le droit, qu'une pensée, renverser l'obstacle. À côté d'Enjolras, qui représentait la logique de la Révolution, Combeferre en représentait la philosophie. Entre la logique de la Révolution et sa philosophie, il y a cette différence que sa logique peut conclure à la guerre, tandis que sa philosophie ne peut aboutir qu'à la paix. Combeferre complétait et rectifiait Enjolras. Il était moins haut et plus large. Il voulait qu'on versât aux esprits les principes étendus d'idées générales. Il disait révolution, mais civilisation. Et autour de la montagne à pic, il ouvrait le vaste horizon bleu. De là, dans toutes les vues de Combeferre, quelque chose d'accessible et de praticable. Jean Prouvaire était une nuance plus adoucie encore que Combeferre. Jean Prouvaire était amoureux, cultivait un pot de fleurs, jouait de la flûte, faisait des vers, aimait le peuple, plaignait la femme, pleurait sur l'enfant, confondait dans la même confiance l'avenir et Dieu, et blâmait la Révolution d'avoir fait tomber une tête royale, celle d'André Chénier. Il avait la voix habituellement délicate et tout à coup virile. Il était lettré jusqu'à l'érudition et presque orientaliste. Il était bon par-dessus tout. Et chose toute simple, pour qui sait combien la bonté confine à la grandeur, en fait de poésie, il préférait l'immense. Feuilly était un ouvrier éventailliste, orphelin de père et de mère, qui gagnait péniblement 3 francs par jour et qui n'avait qu'une pensée, délivrer le monde. Il avait une autre préoccupation encore, s'instruire. Ce qu'il appelait aussi se délivrer. Il s'était enseigné à lui-même à lire et à écrire, tout ce qu'il savait, il l'avait appris seul. Courfeyrac avait cette verve de jeunesse qu'on pourrait appeler la beauté du diable de l'esprit. Plus tard, cela s'éteint comme la gentillesse du petit chat, et toute cette grâce aboutit sur 2 pieds au bourgeois, et sur 4 pattes au matou. Seulement, Courfeyrac était un brave garçon. Bahorel était un être de bonne humeur et de mauvaise compagnie, brave, panier percé, prodigue, et rencontrant la générosité, bavard, et rencontrant l'éloquence, hardi, et rencontrant l'effronterie,
la meilleure patte de diable qui fût possible, ayant des gilets téméraires et des opinions écarlates, tapageur en grand, c'est-à-dire n'aimant rien tant qu'une querelle, si ce n'est une émeute, et rien tant qu'une émeute si ce n'est une révolution, toujours prêt à casser un carreau, prêt à dépaver une rue, puis à démolir un gouvernement, pour voir les faits. Il y avait dans ce conclave de jeunes têtes un membre chauve. Le membre chauve du groupe signait l'aigle, de mots. Ses camarades, pour abréger, l'appelaient Bossuet. Bossuet était un garçon gai qui avait du malheur. Sa spécialité était de ne réussir à rien. Par contre, il riait de tout. Il était pauvre, mais son gousset de bonne humeur était inépuisable. Il arrivait vite à son dernier sou, jamais à son dernier éclat de rire. Joly étudiait la médecine. Il avait 2 ans de moins que Bossuet. Joly était le malade imaginaire jeune. Ce qu'il avait gagné à la médecine, c'était d'être plus malade que médecin. À 23 ans, il se croyait valétudinaire et passait sa vie à regarder sa langue dans son miroir. Joly avait l'habitude de se toucher le nez avec le bout de sa canne, ce qui est l'indice d'un esprit sagace. Tous ces jeunes gens, si divers et dont, en somme, il ne faut parler que sérieusement, avaient une même religion, le progrès. Affiliés et initiés, ils ébauchaient souterrainement l'idéal. Parmi tous ces cœurs passionnés et tous ces esprits convaincus, il y avait un sceptique. Comment se trouvait-il là? Par juxtaposition. Ce sceptique s'appelait Grantaire. Tous ces mots, droit du peuple, droit de l'homme, contrat social, révolution française, république, démocratie, humanité, civilisation, religion, progrès, étaient, pour Grantaire, très voisins de ne rien signifier du tout. Il en souriait. Le scepticisme, cette carie de l'intelligence, ne lui avait pas laissé une idée entière dans l'esprit. Il vivait avec ironie. Du reste, ce sceptique avait un fanatisme. Ce fanatisme n'était ni une idée, ni un dogme, ni un art, ni une science. C'était un homme, Enjolras. Grantaire admirait, aimait et vénérait Enjolras. Grantaire, vieux satellite d'Enjolras, habitait ce cercle de jeunes gens. Il y vivait, il ne se plaisait que là, il les suivait partout. Sa joie était de voir aller et revenir ses silhouettes dans les fumées du vin. On le tolérait, pour sa bonne humeur. En quelques jours, Marius fut l'ami de Courfeyrac. La jeunesse est la saison des promptes soudures et des cicatrisations rapides. Marius, près de Courfeyrac, respirait librement, chose assez nouvelle pour lui. Courfeyrac ne lui fit pas de questions, il n'y songea même pas. À cet âge, les visages disent tout de suite tout. La parole est inutile. Courfeyrac introduisit Marius au café Musain, puis il lui chuchota à l'oreille avec un sourire. « Il faut que je vous donne vos entrées dans la Révolution. » Et il le mena dans la salle des amis de l'ABC. Il le présenta aux autres camarades en disant à demi-voix ce simple mot que Marius ne comprenait pas, un élève. Marius était tombé dans un guêpier d'esprit. Du reste, quoique silencieux et grave, il n'était ni le moins zélé, ni le moins armé. Un matin, il trouva une lettre de sa tante et les 60 pistoles, c'est-à-dire 600 francs en or dans une boîte cachetée. Marius renvoya les 30 louis à sa tante avec une lettre respectueuse où il déclarait pouvoir suffire désormais à tous ses besoins. En ce moment-là, il lui restait 3 francs.